Ok, bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire sur le plan climat vaudois organisé par le groupe lausannois de Swiss Youth for Climate. Donc avec moi ce soir, Grégory Nefati qui est membre de Swiss Youth for Climate et puis qui va aider à animer ce webinaire pour 1 heure de temps avec moi. Greg, à ton tour. Merci Nicolas. Donc avec moi, nous avons Nicolas Ray qui habite à Prilly et qui est actif sur ce projet donc, du plan climat depuis environ 1 an et demi. Excellent. Donc nous allons accueillir 3 invités pendant cette heure. Mais avant ça, je vous donne 2-3 indications techniques. Une fois la conférence terminée, vous pourrez revoir la conférence. Elle ne sera peut-être pas tout de suite disponible sur YouTube, mais nous la reposterons dès que possible. Et vous nous suivez donc sur YouTube Live, ce qui vous permet d'écrire dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Vous pourrez donc poser toutes les questions brûlantes que vous avez à nos invités. Donc aujourd'hui avec nous à la régie, on a Lorenzo et Gilles qui vont s'occuper de nous relayer les questions du chat, donc les questions les plus pertinentes évidemment. Après toutes les questions et toutes les remarques, elles seront transmises à nos invités. Donc n'hésitez pas à écrire les interrogations que vous avez ou les remarques que vous pouvez avoir. Si vous n'avez pas lu le plan climat et que vous souhaitez le lire, on va mettre en description un lien qui permet de télécharger le plan climat, donc le document, qui amène sur le site de l'État de Vaud où on pourra le télécharger. Donc nos invités ce soir, donc on aura Madame Thalie Niffler-Sadras ainsi que Monsieur Tristan Marietto, qui sont tous deux membres de la Direction générale de l'environnement et qui ont participé à la conception de ce plan climat. Excellent, mais avant de les entendre, nous allons avoir d'abord notre premier invité, Monsieur Franz Perez. Monsieur Franz Perez, vous travaillez donc à l'Office fédéral de l'environnement, où vous êtes ambassadeur de l'environnement auprès des Nations Unies. C'est donc vous qui êtes à la tête de la délégation suisse pendant toutes les négociations de l'ONU sur le climat. Copenhague, Cancun, Paris, vous y étiez. Et ce soir, vous allez nous expliquer comment on passe des Nations Unies aux engagements de la Suisse et finalement à un plan climat cantonal. Alors, merci à tous nos auditeurs d'être ici avec nous. Et Monsieur Pérez, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très très bien. bien. Formidable. Merci beaucoup pour l'invitation et aussi, surtout aussi un grand merci pour tout votre engagement dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Moi, je pense que c'est très important pour tous, pour nous à la politique nationale, mais aussi internationale, d'avoir cette stimulation et cette pression d'être plus ambitieux. Alors, merci beaucoup pour votre engagement. C'est un grand plaisir de vous présenter brièvement le contexte et un petit peu aussi international, et aussi le régime international, et puis aussi le rôle et les intérêts de la Suisse. Et moi, je propose qu'on peut passer jusqu'au prochain slide. On peut même avancer encore un slide. On va demander à la régie de nous afficher les slides. Très bien. Et encore une fois. Excellent. Vous pouvez y aller, slide, oui. Ça, c'est le contexte, bien sûr. Et ce slide résume un petit peu les effets du changement climatique. Je ne crois pas que je dois répéter tout ça. Ça, c'est bien connu. Et je propose d'aller encore une fois vers le prochain slide qui décrit les sources d'émissions de gaz d'effet de serre. Moi, je pense que ça, c'est très important, cette slide, parce que ça montre l'évolution des émissions depuis du XVIIIe siècle. On voit bien que pour longtemps, ce sont les pays bleus, les pays de l'OCDE, qui étaient les grands émetteurs, qui étaient eux responsables pour les émissions qui restent encore dans l'atmosphère, bien sûr, aujourd'hui. Mais depuis des années, de l'année 1900 et dans le moitié du dernier siècle, ça a commencé à changer. Et tout à coup, l'Asie et l'Amérique latine surtout ont commencé aussi à émettre beaucoup plus de CO2 que dans le passé. Et aujourd'hui, l'Asie émet plus, les pays asiatiques émettent plus de CO2 que les pays de l'OCDE. Similairement aussi, l'Amérique latine, on voit très bien là à droite que les pays OECD sont plus
responsables pour moins que la moitié que toutes les émissions. On voit aussi, quand on regarde les surfaces, que peut-être les pays bleus là sont responsables bientôt de moins de la moitié de toutes les émissions qui sont encore dans l'atmosphère aujourd'hui. On peut passer sur le prochain slide et là on voit les émissions par pays en 2016. Et moi, je pense que ce qui est très important là de voir dans les top 10 émetteurs, et les top 10, les 10 plus grands émetteurs mondiaux, eux, ils sont responsables pour 70% de toutes les émissions mondiales. Alors, ce sont vraiment eux qui sont responsables pour la grande majorité des émissions présentes et futures. Et de ces top 10, la moitié de ces pays sont des pays qui sont traités comme des pays en développement. Ça, c'est aussi important. C'est plus aujourd'hui comme ça que ce sont surtout ou seulement les pays industrialisés qui sont responsables pour les émissions. La moitié des top 10 émetteurs sont des pays en développement. Et si on va sur le prochain slide, et si on regarde là, quels sont les pays qui émettent le plus per capita, alors par personne. Alors, on peut dire un pays grand comme la Chine, c'est évident qu'il émette plus que la Suisse parce qu'il y a beaucoup plus de personnes. Mais si on regarde quels sont les pays qui émettent le plus par personne, on note que parmi les 10, les plus grands émetteurs, 7 sont des pays en développement et seulement 3 sur les places 8, 9 et 10 sont les premiers pays industrialisés qui émettent beaucoup d'émissions par personne. Le moyen des émissions mondiales per capita par personne, ça c'est à 6,6 tonnes par personne. La moyenne de la Suisse, ça c'est 5,6. Alors la Suisse est un petit peu moins que le moyen mondial. Le prochain slide nous montre ce qui est nécessaire si nous voulons limiter effectivement le réchauffement climatique. Ce qui est nécessaire en bref, que jusqu'en 2030, les émissions mondiales vont être réduites par 45%. Et que jusqu'à 2050, on va avoir des émissions net zéro, alors qu'il y a plus d'émissions que d'émissions négatives, qu'en total, les émissions n'augmentent plus à partir de 2050. Si on veut vraiment atteindre les objectifs de changement climatique, la communauté internationale doit réaliser ces deux objectifs. La prochaine slide montre un petit peu comment ça peut se développer. Là, on montre que les émissions doivent vraiment réduire drastiquement ces prochaines années pour réaliser cet objectif. Et bientôt aussi, on doit aussi avoir des émissions négatives pour réaliser cet objectif. Alors, je propose d'aller aussi vers le prochain slide qui décrit maintenant, ça c'est juste le contexte, qui décrit un petit peu l'évolution du régime changement climatique international. C'était dans les années 70 et 80 que la communauté internationale a réalisé qu'il y a un problème de changement climatique. Et lors de la conférence internationale sur le climat, on a réalisé que ce sont les hommes, les émissions des hommes qui sont responsables pour ce réchauffement climatique. En 1992, l'accord de cadre sur le changement climatique a été adopté et cet accord de cadre prévoyait des règles différenciées pour deux catégories de pays. D'une part, pour des pays développés, des règles un petit peu plus contraignantes et pour les pays en développement, des règles moins contraignantes et des engagements moins contraignants pour combattre ce changement climatique. En 1997, le protocole de Kyoto a été adopté. Et ce protocole de Kyoto a établi, en plus de la Convention de cadre changement climatique, des obligations contraignantes que pour les pays développés, pour les pays industrialisés. Eux, ils ont une obligation de réduire leurs émissions jusqu'à 2012 et puis encore une fois dans la deuxième période jusqu'à 2020. Et ce mécanisme avec le protocole de Kyoto était remplacé par l'accord de Paris qui a été adopté en 2015 à Paris. Et cet accord de Paris maintenant a introduit un nouveau système sous cet accord de Paris. Tous les pays ont des engagements contraignants, alors on ne différencie plus tellement entre les pays développés et les pays développement. On peut aller vers le prochain slide. Et là, si on veut vraiment résumer le contenu de l'accord de Paris, on peut dire
c'est un accord dynamique, robuste et légalement contraignant qui termine cette bifurcation traditionnelle entre les pays développés et les pays en développement. La raison, c'est évident, c'est parce que les pays en développement aujourd'hui sont aussi responsables pour le réchauffement climatique et pour les émissions et pas seulement les pays industrialisés. Le prochain slide montre un petit peu les éléments les plus importants, le contenu de cet accord de Paris. Moi, je pense que ce qui est important de toujours garder en vue, ça c'est l'objectif de l'accord de Paris. Surtout l'objectif de contenir l'évaluation de la température moyenne en dessous de 2 degrés avec l'objectif de le limiter à 1,5 degré. Et aussi un autre objectif que je trouvais très important, surtout aussi pour la Suisse, c'est d'assurer que toutes les flux financiers sont compatibles avec cet objectif. L'accord de Paris prévoit aussi une obligation que tous les pays soumettent tous les 5 ans des nouveaux objectifs de changement climatique, des nouveaux objectifs chaque fois plus ambitieux de réduction des émissions, de leurs émissions, et puis un mécanisme de transparence. Les pays doivent rapporter sur leurs émissions, et c'est un élément dynamique parce que tous les 5 ans, on doit rapporter d'un part comment est-ce qu'on a réussi ces objectifs, et tous les 5 ans, on doit formuler un objectif qui est plus ambitieux pour arriver pas à pas, étape par étape, sur le chemin de 1,5 degré. Et cette année maintenant, ça c'est une de ces années où on doit soumettre encore une fois un deuxième objectif de changement climatique plus ambitieuse que l'ancienne. Le prochain slide décrit aussi un petit peu la mécanique internationale. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de réaliser que ce processus international, c'est probablement aujourd'hui un des processus les plus importants parce qu'il touche vraiment tous les domaines de la vie. C'est un processus très, très complexe qui touche tous les domaines de la vie. Mais c'est aussi un processus qui est d'un part très technique, mais d'autre part aussi très, très politisé. Sur le point national, il faut dire qu'on est organisé d'une manière très, très souple, mais ce qui est important, c'est qu'on est vraiment, que la Suisse, qui est une organisation très souple, que quand on s'engage international, qu'on reste compétent, qu'on reste crédible, qu'on reste aussi persévérant et stratégique et créatif quand nous nous engageons dans ce processus international, parce que si la Suisse, comme petit pays, n'a pas d'influence, si on ne poursuit pas ses objectifs. Le prochain slide résume un petit peu les intérêts de la Suisse. Il faut toujours garder en tête, quand le monde, la température s'augmente par 1 degré en moyenne dans la planète, en Suisse, ça se double. À cause de la situation géographique de la Suisse, alors une augmentation de 2 degrés se traduit en Suisse par une augmentation de 2 degrés. Nous, la Suisse, alors, ainsi, nous sommes beaucoup plus touchés que le moyen du global. On est vraiment très, très touchés par le changement climatique. Pour cette raison, nous avons un intérêt propre, la Suisse a un intérêt propre, un régime international qui est robuste et efficace, qui engage surtout les grands émetteurs, parce que si les grands émetteurs ne sont pas engagés, on ne va pas réaliser nos objectifs. Nous avons un intérêt à un régime robuste et efficace qui amène la communauté internationale pas par pas vers un chemin de stabilisation à 1,5 degré, et aussi un régime international qui assure une répartition équitable de toutes les charges des obligations. Une répartition qui prend en charge et qui engage surtout les grands émetteurs et surtout aussi les pays qui ont la capacité de réduire leurs émissions. Moi, j'aimerais sauter le prochain slide pour rester dans le temps et regarder juste comme dernier slide quel est l'objectif que la Suisse a soumis dans ce processus international. La Suisse, il y a 5 ans, nous avons soumis notre premier objectif changement climatique qui prévoyait une réduction de nos émissions jusqu'à 2030 par 50%. Alors, c'est un petit peu plus que le GIEC a demandé par la communauté internationale. Et puis, en plus, nous avons aussi indiqué un objectif de réduction entre minus 70 et minus 85% jusqu'à l'année 2050. Ça, c'est il y a 5 ans.
dès lors, le GIEC a présenté un nouveau rapport, le rapport 1,5 degrés, et ce rapport a indiqué clairement que si on veut vraiment arriver ou limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés, les ambitions doivent être un petit peu plus hautes. On devrait, comme j'ai déjà indiqué, réduire les émissions jusqu'à minus 45% jusqu'à l'année 2030 et jusqu'à l'année 2050, on devrait arriver à des émissions neutres, net neutres. Pour cette raison, la Suisse a décidé d'augmenter son objectif et de nouveaux objectifs que nous avons soumis maintenant prévoient encore, ça continue de prévoir les minus 50% jusqu'à l'année 2030, mais on prévoit aussi une neutralité climatique pour l'année 2050 pour être en ligne avec les demandes de GIEC. Ça, c'était le dernier slide. Le vrai dernier, là, montre seulement un petit peu aussi la dynamique qui est souvent présente lors de ces négociations, que tout le monde est d'accord qu'on doit faire plus, mais on est surtout d'accord que les autres doivent faire plus aussi long qu'on doit le faire soi-même. Merci beaucoup. Et je suis maintenant prêt pour des questions, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Pérez, pour cette introduction qui a très bien replacé le contexte dans lequel on se trouve. Donc, nous avons passé 50 personnes qui nous suivent. Sans le coronavirus, on pourrait imaginer une grande salle. Malheureusement, nous faisons ça online. Les personnes peuvent tout de même poser des questions et elles n'ont pas manqué de le faire. Il y a eu plusieurs personnes, que ce soit Loris ou Camille Sophie ou d'autres, qui ont relevé le fait que on ne prend pas en compte les émissions produites par des Suisses à l'étranger, c'est-à-dire les émissions importées. Alors, elles sont non négligeables. Hein. Dans le plan climat vaudois, il est quand même fait mention de ces émissions. Il y a des chiffres qui sont donnés. Mais je voulais savoir, pour vous, finalement, est-ce que la Suisse peut vraiment ignorer cela quand elle planifie sa politique climatique? Et au final, à l'international, qui s'assure que ces émissions sont bien prises en compte quelque part et quel pays va vraiment agir pour les réduire? Oui. Merci. Alors, moi, je pense que c'est une bonne question, une question qui arrive souvent. Il y a deux perspectives. D'un part, je pense que c'est important de réaliser que chaque personne est bien sûr responsable pour son mode de vie et pour ses émissions. C'est la politique économie verte de la Suisse, politique économie circulaire, qui veut vraiment promouvoir un mode de vie qui est en ligne avec les limites planétaires. Alors, ça, c'est hors question, ça, c'est certainement quelque chose que nous devons. Nous avons cette responsabilité. L'autre perspective, c'est celle qui est prise par la politique internationale de changement climatique. Et cette politique internationale prend l'approche que chaque pays est responsable pour les émissions produites sur son territoire. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, monsieur. Est-ce que c'est légitime de dire que chaque pays est responsable des émissions produites sur son territoire? Sincèrement, il y a des pays qui ont eu plein d'options de se développer à une époque où tout ceci n'était pas encore un problème. Et maintenant, on voit bien que ce n'est pas le cas pour tous les pays. Et franchement, comment vont faire les pays qui ont encore besoin de se développer économiquement et qui sont, elles, ma foi, victimes des émissions qu'on produit, nous, chez eux? Moi, je pense que nous sommes tous des victimes du changement climatique. Tout d'abord, si on veut devenir riche, aujourd'hui, on n'utilise pas une technologie du dernier millénaire. Si on veut se développer d'une manière durable, alors on ne choisit pas de l'électricité du charbon et fossile. Aujourd'hui, la production d'économie de l'électricité solaire est, dans la plus grande majorité des cas, moins chère que l'énergie fossile. Aujourd'hui, il y a des technologies qui n'étaient pas ici il y a 100 ans ou 200 ans. Ça il faut réaliser. Et c'est aussi plus simple d'avoir un impact, une influence directe sur l'économie qui est sur notre terrain. Et ça, c'est l'approche qu'on prend dans la politique internationale. En plus, les pays qui ont des émissions et qui exportent des produits, eux, ils ont aussi un bénéfice économique de leurs émissions parce qu'eux, ils vont avoir un bénéfice de leurs exportations. Et finalement,
typiquement, ces pays en développement qui exportent beaucoup vers les pays développés, aux pays industrialisés, eux, ils sont totalement contre des mesures qui font une différenciation entre les produits importés suivant l'empreinte environnementale sur ces produits. Si la Suisse voudrait prendre sa responsabilité d'une manière efficace aussi pour les émissions importées, les émissions grises dans les produits, on devait aussi être capable de traiter ces différents produits d'une autre manière et d'imposer des taxes, par exemple, sur des produits qui arrivent en Suisse qui contiennent beaucoup de CO2 et moins de taxes sur les produits qui ont moins de CO2. Mais ces pays exportateurs, ils sont totalement contre cette approche parce qu'eux, ils veulent être capables de continuer de profiter de leur exportation et de leur compétitivité dans la compétition internationale de l'économie. D'accord. En disant ça, moi, je veux quand même dire, c'est quand même important de faire attention et de se sentir responsable aussi pour sa motivation, ses consommations. Mais ça ne se fait pas seulement par la politique changement climatique, ça se fait surtout aussi par des autres instruments. Et puis, et ensemble, c'est seulement avec ces deux instruments ensemble qu'on va aboutir à nos résultats. Excellent, merci pour cette réponse. Et dans le plan climat vaudois, comme on le verra tout à l'heure, il y a aussi un volet sur l'incitation à changer nos comportements. Et on va donc se rapprocher un peu du plan climat vaudois. Grégory, à toi. Oui, alors merci beaucoup Monsieur Pérez pour ces éclaircissements et puis cette mise en contexte. Maintenant, nous allons accueillir Thalie Niffler-Sadras et Monsieur Tristan Marietto, donc, qui ont travaillé sur le plan climat au sein de la DGE et qui vont aujourd'hui en fait nous donner un peu des détails sur la démarche, comment est-ce qu'on vient à la création d'un plan climat et quelles sont un peu les questions qu'on se pose pour créer ce plan climat. Quels sont les objectifs qui ont été visés et puis quels sont les moyens qu'on peut déployer en fait pour faire appliquer ce plan climat. Vous avez la parole. Bonjour à vous, merci beaucoup, ravi d'être là. Alors, nous n'avons pas de support de présentation, donc je ne sais pas si vous voyez nos trombines à l'image ou pas. Toujours est-il qu'on va avoir une présentation assez brève. L'idée, c'est vraiment de laisser de la place pour la discussion et des questions. Donc, on va brosser quand même un petit historique de cette démarche, expliquer un petit peu le processus, pour venir concrètement à ce qu'est le plan climat dans sa substance et puis ouvrir aussi les réflexions sur les prochaines étapes. Voilà, donc avec ma collègue Thalie Niffler. Donc, je commence avec l'aspect historique. La première chose qui est importante pour ce plan climat cantonal, c'est qu'il doit trouver un ancrage. Alors, ça peut être un ancrage légal. En l'occurrence, c'est un ancrage qui s'est fait au travers du programme de législature. Donc, le Conseil d'État a inscrit dans son programme 2017-2022 l'établissement d'un plan climat cantonal qui répondent à deux enjeux, celui de la réduction des émissions d'une part et celui de l'adaptation au changement climatique d'autre part. Voilà, ça, c'est les deux axes qui ont été posés. C'est vraiment l'ancrage, c'est la racine de ce plan climat. Pour ce faire, la Direction générale de l'environnement a établi un état des lieux pour comprendre en fait quelle était la situation à la fois sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a dressé un inventaire des émissions à l'échelle du territoire vaudois. Et puis, on a fait une étude aussi pour comprendre quels étaient les milieux les plus impactés par la perspective des changements climatiques et de comprendre quels étaient les principaux enjeux d'adaptation à aborder et à réfléchir ensemble avec les différents domaines et les spécialistes concernés. Cet état des lieux, il est sorti en 2018. Il s'est synthétisé dans une feuille de route qui est un petit document de quelques pages qui est aussi en ligne sur le site. Enfin voilà, le contenu de la feuille de route se trouve dans le rapport quelque part, hein, celui qui
Allô? Oui. Semblerait-il que nous avons un problème technique. Alors, on va voir si nos deux intervenants arrivent à nous rejoindre. Greg, je te laisse peut-être essayer de les recontacter. Et Oui. puis, donc, ils étaient en train de nous parler du plan climat sur le sol vaudois. Mais je vous propose, si Monsieur Franz Perez est cet objectif pour 2030 et puis pour 2050 pour la Suisse, est-ce qu'il prend en compte le fait que la Suisse a des moyens plus, plus prononcés pour passer à l'action comparé à d'autres pays? Et pour illustrer cette question, peut-être que la régie peut nous montrer les slides sur le Climate Action Tracker, qui est un outil que nous apprécions beaucoup, car c'est un organisme international qui se penche sur les objectifs de chaque pays et qui analyse en fait pour voir si les objectifs que chaque pays s'est lui-même donné, quand on les additionne tous, est-ce qu'on arrive finalement à une réduction suffisante au niveau global? Et ce qu'on peut voir d'après leur analyse, c'est que finalement beaucoup de pays n'y sont pas encore avec des objectifs qui permettraient de limiter le réchauffement à 2 degrés. Au lieu de ça, on va plutôt vers un réchauffement à 3 degrés, 4 degrés d'ici la fin du siècle. Et d'après le Climate Action Tracker, la Suisse ne fait pas partie des bons élèves. Si tous les pays faisaient un effort aussi grand que le nôtre, eh bien, nous serions plutôt vers une trajectoire à 3 degrés. Alors, Monsieur Perez, comment est-ce que vous interprétez, vous, cette analyse du Climate Action Tracker? Bon, alors, une autre analyse similaire, c'est celle du ranking des pays que le WWF fait chaque année. Et là, je trouve que c'est intéressant que les 3 premières postes au moment sont vides. Il n'y a aucun pays qui est meilleur, ou deuxième, ou troisième, parce que le jugement du WWF, c'est qu'aucun pays est assez bon. Moi, je pense que ça, c'est clair. Si on continue comme ça, on ne va pas réussir notre objectif. Cette question d'équitabilité, qui peut faire plus, qui doit faire plus, c'est toujours très difficile. Parce qu'on trouve toujours des arguments pourquoi on ne peut pas plus faire. Alors, si on argumente, si on regarde quelles sont les émissions par tête de la Suisse, quelles sont les émissions totales de la Suisse, quelles sont les émissions historiques de la Suisse, on pourrait croire que la Suisse n'a pas une grande responsabilité. Si on regarde quelle est la capacité de la Suisse, technique, financière, là c'est un peu une autre image. Si on regarde ce que nous consommons, c'est une autre image, comme vous avez dit avant. Ou si on regarde ce que la Suisse finance globalement, ça c'est aussi une autre image. Moi, je pense que ce qui est important, que chaque pays soit toujours pressé de faire le maximum. Le maximum, bien sûr, ce qui est techniquement faisable, possible, mais aussi ce qui est politiquement faisable. Et finalement, c'est une question politique et pas une question combien est-ce que la Suisse peut faire. C'est une indication qu'on pourrait faire plus. Chaque pays peut faire plus. La Suisse peut faire plus. Les pays qui envoient des satellites dans l'atmosphère peuvent faire plus. Beaucoup d'eux disent qu'ils n'ont pas la capacité. Des pays qui ont des armes nucléaires peuvent certainement faire plus s'ils mettent leurs priorités autrement. Mais beaucoup de ces pays disent aussi qu'ils n'ont pas la capacité de faire. C'est toujours très relativement. Moi, je pense que c'est important que chacun de nous se sent obligé et pressé de faire tout plus et qu'on essaie vraiment de faire le maximum politiquement et techniquement. Très bien. Et monsieur, comment ça se passe alors en Suisse? Est-ce qu'on retrouve un peu le même schéma, je ne sais pas, entre certains secteurs en Suisse ou entre les différents cantons? On voit que depuis quelques mois, différents cantons annoncent leur plan climat à tour de rôle. On ne sait pas très bien s'ils suivent tous la même démarche, mais disons, on a pu lire dans le plan climat vaudois que apparemment les Vaudois émettent un tout petit peu moins d'émissions que la moyenne nationale. Est-ce que finalement, comment est-ce que collaborent les différents cantons entre eux et la Confédération, l'OFEV et les cantons, comment est-ce qu'ils collaborent entre eux? Alors moi, je ne suis pas responsable pour la politique nationale. Alors
mais en Suisse, en principe, il y a le cadrement national qui est établi par le Parlement suisse. La législation CO2 est encore en discussion dans le Parlement, doit encore passer à la deuxième chambre. Et puis les cantons doivent mettre beaucoup de ces mesures en œuvre. Et bien sûr, si les cantons font encore plus que ce qui est demandé par la législation nationale, ça c'est bien, ça c'est très bien. Si des privés, si des entités privées ou des villes font plus que ceux qui sont obligés par la législation nationale, ça c'est bien sûr très bien. Ça montre qu'on peut faire plus que peut-être la politique ose de prescrire. Et si on fait plus finalement, ça c'est seulement positif pour le changement climatique, pour le climat. Mais je suis convaincu, ça c'est aussi positif pour l'économie parce que typiquement, ce sont les domaines de l'économie dynamique, les domaines du futur qui profitent de ces engagements. Très bien. Et donc, ça fait quand même des années que les pays se fixent des objectifs. Et on a vu que la plupart du temps, les pays peinent à atteindre les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Et c'est pareil pour 2020. Si on va sur le site de l'OFEV, on peut lire que l'objectif fixé de 20% de réduction d'émissions par rapport à 1990 ne sera probablement pas atteint, vu qu'en 2018, nous étions à 14% de réduction. Alors finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, monsieur, comme piste pour nous convaincre que quand la Suisse dit qu'elle réduira de temps pour 2030 ou pour 2050, cette fois, elle va vraiment le faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme espoir là-dessus? Bon, tout d'abord, il faut aussi réaliser jusqu'à 2020, on ne va pas réaliser cette année l'objectif. Mais dans le passé, nous avons toujours réalisé nos objectifs de Kyoto et internationalement, on va réaliser nos objectifs. Mais nationalement, on a voulu réduire plus qu'encore réduit. Moi, je pense que la meilleure chose pour réaliser nos objectifs et peut-être même pour réaliser des objectifs plus ambitieux que ceux que nous avons, ça c'est convaincre ceux qui prennent les décisions. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui prenez les décisions, mais on peut influencer ces décisions d'un part, bien sûr, par notre mode de consommation et d'autre part, bien sûr, aussi à travers le bulletin de vote. Et moi, je pense qu'il faut montrer toujours que c'est possible, il faut montrer que plus c'est possible, il faut montrer qu'on ne souffre pas quand on est plus ambitieux avec sa politique changement climatique, qu'on profite d'une politique ambitieuse changement climatique. Et ça, c'est la meilleure manière pour convaincre toute la population suisse qu'on peut et doit faire plus. Très bien, merci pour ces compléments. On va essayer de retrouver nos deux invités du côté du plan climat. Oui, j'ai renoué le contact avec Tali et Tristan de la DGE. Oui, on est là. On est là. Excellent. On vous laisse continuer alors. Très bien, merci. Navré pour cette interruption qui s'est passée assez vite. On va devoir aller un petit peu plus vite encore, mais bon. Donc l'idée, c'est qu'en 2018, on a présenté cet état des lieux, inventaire d'émissions à l'échelle du territoire cantonal et puis l'étude sur l'adaptation au changement climatique pour comprendre vraiment les enjeux dans les différents domaines de l'eau, de la biodiversité, etc. Et puis, il y a eu l'événement des assises du climat qui a été organisé la même année où on avait des invités comme Océane Dayer de Swiss Youth for Climate, Jean-Marc Jancovici, qui a pas mal secoué le cocotier de tous les participants de cet événement. C'était une occasion aussi pour annoncer qu'on travaillait sur le sujet et qu'on avait besoin d'avoir des interlocuteurs qui stimulent et qui agitent un petit peu le drapeau rouge pour dire voilà, il faut que quelque chose bouge désormais. Et puis c'est à partir de cette feuille de route donc que vraiment c'est amorcer le travail d'établissement du plan climat. Juste trois petites choses de base sur l'établissement de ce plan. On va dire les postulats qui sont au fondement de ce travail. Alors, Monsieur Pérez l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de responsabilité commune mais différenciée. Il faut savoir que le canton n'a pas d'obligation d'avoir un plan climat au sens propre, c'est-à-dire que c'est la Confédération qui s'est engagée pour Kyoto, pour Paris, etc.
mais le principe sur lequel repose le plan cantonal, c'est de dire, nous aussi, à notre échelle, quelque part, on a des autres leviers d'action et il s'agit de contribuer, quelque part, à l'objectif national et international et aussi de servir de courroie de transmission, typiquement auprès des communes ou d'autres partenaires, qui soient privés ou autres. Voilà, donc le plan climat, il se positionne quelque part en contribuant à l'effort national et pour servir de point d'accroche pour toute autre institution privée, publique, parapublique qui souhaiterait aussi engager une démarche dans ce sens-là. Et puis peut-être le deuxième principe vraiment fondamental de la démarche, c'est de construire sur les politiques publiques existantes, parce que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la biodiversité, de la mobilité, eh bien, il y a déjà des choses qui se font, qui sont peut-être pas encore suffisamment fortes pour répondre pleinement aux objectifs, notamment celui de la neutralité climatique, mais en tout cas, il y a des efforts qui existent déjà, et c'est sur ces efforts-là qu'il s'agit de construire et de, quelque part, de passer la vitesse supérieure pour renforcer les politiques sectorielles qui vont déjà dans le bon sens par rapport aux enjeux climatiques. On a eu toute une série d'ateliers auxquels des membres de Swissus for Climate, mais aussi de la grève du climat et la commission des jeunes ont participé. C'était des émulations très intéressantes parce que, voilà, en collaboration avec les services de l'État. Donc voilà, deux visions du monde, pas toujours conjointes, mais en tout cas une bonne stimulation. Et puis de ça, en fait, est sortie toute une série de propositions et la constitution de mesures qui ont été validées par chacun des départements. Donc ça veut dire que tous les chefs de département du canton ont validé les mesures qui ont été rassemblées dans ce plan, avec comme résultat plus d'une centaine de mesures opérationnelles qui se regroupent dans le cahier que vous avez pu voir, le document du plan climat, en une trentaine de mesures stratégiques. Et puis, un dernier point, M. Pérez l'a dit tout à l'heure, mais qui est très important de rappeler, c'est qu'effectivement, on travaille sur des aspects techniques, mais c'est une thématique qui est tellement politisée qu'il y a évidemment un moment donné où les choses nous échappent. Et puis, on a beau avoir des siècles et des éléments techniques et scientifiques qui sont forts et indémontables, derrière se fait le choix politique. Et voilà, quelque part, le résultat du plan climat que vous avez, c'est effectivement une décision politique. Voilà, je laisse la parole à Thalie pour la suite. Alors, bonjour à tous. Ravi aussi d'être ce soir avec un téléphone, donc c'est un peu old school. Oui, le climat qui a été communiqué le 24 juin dernier par le Conseil d'État incorporé, vous avez peut-être pu découvrir sur le site internet il est composé de 3 axes stratégiques, l'axe réduire, réduction, l'axe adaptation et l'axe documentation. Donc c'est dans la suite le à 60%. On a ce A qui peut quand même tout dire, on essaye d'aller plus loin. Et puis, neutralité carbone en 2050, avec cette notion de neutralité qui est effectivement encore pas très délimitée scientifiquement de façon très précise. Certainement qu'elle n'est pas la même, la neutralité carbone n'est pas la même dans le plan climat danois que ce qu'elle sera pour le plan climat vaudois. Et puis, vraiment, c'était que 2020 soit une année pivot, c'est-à-dire qu'à partir de 2020, on commence réellement à réduire, on enclenche la réduction. Concernant l'adaptation, évidemment là, on ne peut pas avoir des objectifs quantitatifs, il s'agit de minimiser les risques, d'anticiper les besoins, d'accompagner l'environnement avec cette pression supplémentaire du réchauffement climatique. Et puis pour l'axe documentation, c'est d'être au plus près de la réalité du terrain, c'est d'avoir
des indicateurs clairs qui nous montrent l'efficacité de nos mesures et d'être à la fois dans le quantitatif et dans le qualitatif. Maintenant, ce plan climat, il se décline en différents domaines d'action, des domaines d'action qui sont très métiers ou politiques sectoriels, qui sont affiliés à un département, par exemple. Donc, c'est la mobilité, c'est l'énergie, c'est l'agriculture, l'aménagement du territoire, les milieux et les ressources naturelles, la santé et les dangers naturels. Donc, dans ces 7 domaines d'action très techniques se déclinent tout un tas de mesures opérationnelles qui sont portées donc et qui ont été validées par les chefs de département. Et à cela s'ajoutent 3 domaines transverses qui sont indispensables à une politique climatique, qui sont le rôle de l'État, son rôle en tant qu'État qui enclenche cette dynamique et qui montre une certaine responsabilité et qui assume son rôle de responsabilité climatique. Donc l'État en tant que propriétaire de bâtiments, en tant qu'employeur, l'État un employeur très important au niveau cantonal, si on compte le CHUV, l'université ou même les profs du DFJC. Et puis le rôle de l'État aussi avec tous ses partenaires, que ce soit les communes, mais que ce soit aussi ses partenaires privés. Donc là, c'est un rôle éminemment politique et stratégique, mais qu'on veut se réaliser de façon très concrète. Et puis, évidemment, l'établissement de conditions cadres, comme ça a été bien, je pense, relayé dans la presse, le plan climat qui est communiqué à ce jour, c'est un plan climat première génération qui ne suffit pas à lui-même pour atteindre des objectifs. Ces premières mesures ne suffisent pas, il faut des conditions cadres. Et tout l'enjeu, c'est de poser des conditions cadres pour développer une politique climatique cohérente. Et puis également, l'accompagnement au changement, la mesure transverse qui sera dont on pourra moins évaluer les effets, puisqu'on ne pourra pas évaluer les effets de la consommation. C'est quand même des changements de comportement qui prennent un peu de temps, mais qui sont indispensables. Et si on n'a pas encore de conditions cadres, on doit au moins changer les comportements ou influencer comme on peut sur le changement des comportements, en développant des projets pilotes, en soutenant des associations de quartier, par exemple, ou des associations ou des communes. Tout ça est encore effectivement à définir dans le cadre de la stratégie d'accompagnement au changement. Voilà, donc cette architecture du plan, elle se décline en mesures très techniques, elle se décline en mesures transverses. Les mesures qui ont été communiquées dans le plan, c'est les mesures stratégiques, mais derrière, c'est effectivement des mesures opérationnelles qui ont été validées politiquement par chacun des départements. Donc, c'est celles-là qui vont être mises en œuvre et qui vont être communiquées de façon un peu synthétisée ou concaténée au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan climatique. Aujourd'hui, les enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qui a été communiqué le 24 juin, c'est qu'il y a un plan climat première génération avec des mesures d'impulsion, donc un Conseil d'État qui a validé un financement budgétaire sur la période 2021-2024 pour des mesures d'impulsion. Dans tous les domaines d'action, il y a une mesure d'impulsion. Mais ces mesures d'impulsion, en réalité, elles doivent passer au Grand Conseil. Donc, notre processus démocratique fait que c'est quand même le Grand Conseil qui valide les dépenses. Valide les dépenses via le budget annuel de fonctionnement de l'administration d'État et il valide aussi les crédits d'investissement. Donc ces mesures d'impulsion vont passer par la case Grand Conseil, au même titre d'ailleurs que les mesures de conditions cadres réglementaires qui devraient être un jour sur la table du plan climat deuxième génération. Donc on est aujourd'hui dans un vrai enjeu de s'assurer d'un grand conseil qui va soutenir le plan climat de la même manière comme il a déjà soutenu et décrété l'urgence climatique. Donc aussi au niveau du législatif, une cohérence sur les engagements pris et puis maintenant il faut passer à voter des crédits et des budgets, une concrétisation. Et c'est un vrai enjeu pour le plan climat de voir comment ces prochains mois vont se dérouler à ce niveau-là. Et puis un autre enjeu qu'on voulait juste relever aujourd'hui, c'est que
ce travail d'élaboration a lancé une dynamique extrêmement riche au sein de l'administration. On a techniquement une vraie volonté de porter des mesures et d'aller vers la concrétisation. Et ça, on peut le dire pour tous les services. Et il faut aussi maintenir cette dynamique, donner ce temps essentiel pour travailler de concert avec nos collègues et puis enclencher aussi assez vite les réflexions pour la deuxième génération qui devra traiter des conditions cadres, des aspects peut-être financiers, des aspects peut-être réglementaires à traiter et à concrétiser. Voilà, je crois que c'est à peu près ce qu'on voulait vous dire à ce stade, comment on ne vous voit pas, etc. Je ne sais pas si vous voulez peut-être nous dire où est-ce qu'on en est. Alors, on vous remercie pour ces éclaircissements et puis ces explications. Du coup, là, on a quelques questions à la lecture du plan climat et en entendant tout ce que vous nous dites actuellement. Donc, on a quelques questions au sein de Swiss Youth for Climate qui nous viennent, qui peuvent être parfois brûlantes, comme on les appelle. Donc, je laisse Nicolas poser les premières questions. Merci. Du coup, on voulait vous demander, au niveau du suivi des mesures qui vont être mises en place, comment ça va se passer? Parce qu'on est en 2020, d'ici 2030, vous avez un objectif qu'on peut dire ambitieux, et ça nous laisse vraiment très peu de temps, et ça veut dire qu'entre 2020 et 2030, il faut que les émissions réduisent entre 3 et 4% par année. Alors, vu qu'on doit aller à ce rythme-là, ça veut aussi dire que si on ne fait rien en 2021 et en 2022, on devra aller encore plus rapidement sur les années restantes. Et de notre point de vue, ça paraît vraiment important d'avoir un suivi régulier de la mise en œuvre des mesures et surtout de l'effet qu'elles ont. Parce que dans le plan climat, on voit toute une liste de mesures qui sont proposées, mais rien n'est dit pour la quantification finalement de l'effet que ces mesures peuvent avoir. Alors voilà, c'est cette question qu'on voulait vous poser sur le suivi. Alors volontiers, donc effectivement les mesures stratégiques, au niveau stratégique, elles sont évoquées de façon assez synthétique. La mesure opérationnelle, en revanche, elle est décrite de façon précise au niveau, par exemple, de son calendrier, par exemple, de son outil de financement, par exemple, de son portage et des partenaires pour la mise en œuvre, et notamment, par exemple, aussi des indicateurs de suivi. Mais c'est clair que le champ, l'axe documentation du plan, il est essentiel et l'efficacité des mesures, elle va être suivie de près. Elle est portée par la gouvernance du plan. La gouvernance du plan climat sera très attentive à cet axe documentation. Et pour cela, on ne va peut-être pas sortir 2 indicateurs par mesure opérationnelle, mais avoir par exemple 5 indicateurs méta de la politique climatique pour voir si toutes les mesures de mobilité font qu'on arrive à réduire la part de mobilité. On est effectivement en 2020 et on sait qu'avec le Covid, on va prendre du temps au Grand Conseil, certainement pour les objets climat. Mais en revanche, on n'est pas à zéro. Il y a déjà des mesures, il y a déjà des engagements importants en termes de mobilité, importants en termes d'énergie avec la taxe électricité, etc. Donc on peut vraiment partir du principe qu'on ne part pas de rien. C'était bien qui a été présenté par Tristan, le fait qu'on part sur des politiques publiques existantes. Merci pour votre réponse. D'un coup, un autre aspect du plan climat qui a été mentionné, que vous avez mentionné, c'est l'aspect participatif de ce plan. Donc, est-ce que c'est possible est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'aspect participatif du plan climat, dans le sens où quel pourrait être le rôle de la société civile concrètement en fait dans la mise à jour et l'évolution du plan climat et des futures générations de ce plan climat? Alors bon, avec l'implication, je veux dire avec les grèves qu'on a vues dans la rue depuis janvier 2019, on peut dire que quelque part la société civile est déjà impliquée dans l'existence du plan. C'est un petit clin d'œil, mais effectivement, le plan tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est essentiellement des mesures qui concernent une mise en œuvre par les services de l'État. Il
il y a néanmoins effectivement des aspects d'accompagnement, de sensibilisation, d'échange. Et ce qui est important, c'est que dans la gouvernance telle qu'elle a été définie et présentée lors de la conférence de presse à la sortie du plan climat, c'est qu'une plateforme va être développée, une plateforme qui ait vocation multiple, des échanges et, on va dire, chercher quelque part des références scientifiques, c'est-à-dire des scientifiques et des répondants vraiment qui viennent challenger ou qui viennent conforter les mesures telles qu'elles se présentent. Donc là, on est bien en train de parler de la plateforme climat donc, qui est mentionnée dans le plan climat. Voilà, exactement. Ouais. Cette plateforme, elle n'est pas encore effective en tant que telle. On doit travailler vraiment à définir parfaitement son périmètre, quels sont les canaux et comment on implique plus largement ce qui est hors de l'administration. Mais effectivement, je vous disais, voilà, des références scientifiques, des experts, des relais aussi, des relais justement de la société civile, d'associations, d'ONG. Enfin voilà, cette plateforme, elle a vraiment vocation d'ouvrir un plan climat qui est celui des politiques publiques de l'État. C'est celui qu'on connaît. Cette plateforme, elle a vocation de s'ouvrir vers tous les partenaires potentiels pour vraiment avoir une implication large et aussi complète que possible. D'accord, très bien. Oui, à ce sujet, est-ce que vous êtes entouré de suffisamment d'experts et de conseillers? Vous avez l'impression, notamment vous avez mentionné Jean Covici en France, avec le Shift Project, j'imagine. Est-ce qu'on a quelque chose de semblable en Suisse? Est-ce que vous avez les inputs nécessaires dans ce genre-là? Alors, je dirais qu'on peut quand même partir du principe que l'administration, l'État, les politiques publiques à l'échelle cantonale, elles sont menées par des collaborateurs de l'État qui vont rechercher l'information, qui sont eux-mêmes des experts ou qui s'appuient sur l'expertise. Et clairement, les politiques menées en termes de biodiversité ou en termes même de mobilité, ou etc., s'appuient toujours sur une expertise sous une forme ou sous une autre. Maintenant, on reste une institution et chacun participe d'une manière ou d'une autre à des conférences scientifiques, etc. Mais nous, équipe climat, on n'est certainement pas les experts de tous les domaines climatiques. On s'appuie sur nos collègues qui sont des experts des domaines de la mobilité, qui du domaine de la biodiversité, qui du domaine du sol, etc. etc. Notre rôle d'équipe climat, qui est d'ailleurs qui va se renforcer avec la définition de cette unité du plan climat qui se situe désormais au niveau du secrétariat général du département. Notre rôle, c'est un rôle éminemment transverse et de coordination. Et puis peut-être, voilà, pour compléter, on va dire le niveau d'expertise général sur lequel on se base, c'est évidemment les rapports du GIEC, mais en termes plus pratiques, eh bien, c'est la documentation que fournit la Confédération, c'est les études que mènent nos homologues genevois, neuchâtelois ou fribourgeois ou alémaniques aussi. Voilà, on fait aussi un gros travail de partage d'informations, de mutualisation des études et des projets pilotes, des études, qu'elles soient théoriques ou vraiment pratiques, pour vraiment faire front commun sur la problématique. Très bien. On voulait venir sur un autre sujet encore, c'est le sujet du budget, puisque certains chiffres ont déjà été annoncés. C'est surtout de ça qu'il a été question dans la presse, je crois. Nous, quand on a regardé les chiffres d'un peu plus près, on a vu finalement que sur les 1 milliard et quelques qui sont annoncés, la moitié, voire plus de la moitié, c'est en fait du budget qui a déjà été validé, qui fait partie du plan bâtiment ou du plan énergie ou je ne sais quoi. Et finalement, des nouveaux fonds, on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés.
Dans le document du plan climat, on voit que finalement le métro M2, le M3 et puis le tram de Renan, c'est à peu près la moitié du budget du plan climat actuellement. Alors, comment ça se passe et est-ce qu'il y aura assez d'argent ces prochaines années pour mettre en place toutes les mesures qui sont proposées? Alors, le fameux 1,34 milliard mettait en évidence le fait que l'État investit déjà. Donc c'était pour mettre en évidence le fait de ce qu'il y a déjà. Donc, il y a des mesures acquises. Ces mesures acquises, elles peuvent avoir un effet multiplicateur. L'effet multiplicateur, il est principalement dans le domaine de l'énergie. C'est toute une méthode qui est très bien explicitée dans la politique énergétique, la nouvelle COSEN, la conception cantonale de l'énergie. Il y a une annexe qui explicite comment est calculé cet effet multiplicateur. Et puis, avec les mesures d'impulsion, on arrive aux 1,34 milliard. Mais les mesures d'impulsion, c'est 173 millions. C'est 173 millions pour des nouvelles mesures du plan climat. Pour la mobilité, c'est 50 millions de mémoire. C'est pas le M3, c'est vraiment des lignes de bus régionales. Donc là, on touche. On n'est pas dans le centre urbain lausannois, on est l'agglomération lausannoise, on est vraiment sur des lignes de bus régionales pour assurer à quelque part une cadence qui soit cohérente et qui permette aux personnes d'effectivement faire leur trajet sans utiliser leur voiture. Donc, sur les 173 millions qui sont vraiment les nouveaux financements, comme on l'a dit au début, oui, aujourd'hui c'est une validation du Conseil d'État, mais notre système démocratique fait que c'est toujours le Grand Conseil qui valide les dépenses et le Conseil d'État devra attendre la réponse du Grand Conseil pour avoir le OK pour telle ou telle mesure. Ça ne sera certainement pas un package 173 millions qui sera présenté au Grand Conseil, que chaque chef de département, avec des critères, des contraintes propres à chaque mesure, va déposer en fait une demande de financement, soit via le budget, soit via un EMPD, pour telle mesure d'impulsion ou telle mesure opérationnelle d'ailleurs. Ce qu'il faut dire néanmoins, c'est que l'annonce de ces 173 millions comme impulsion pour vraiment mettre en route la mise en œuvre de ce plan, c'est qu'une première étape. Alors soyons optimistes, ces 173 millions sont déjà quelque part alloués à ces 10 mesures d'impulsion, c'est-à-dire qu'il y a déjà une estimation qui est faite et une allocation qui est envisagée pour les différents enjeux à travailler, notamment la séquestration du carbone dans les sols agricoles, mais voilà, toute la liste, vous l'avez, sauf erreur, dans le document. Ce qui est important, c'est vraiment de dire que c'est une première génération de plans. Derrière ces 10 mesures d'impulsion et ces 173 millions, il y a toute une série d'autres mesures qui vont nécessiter d'aller chercher d'autres financements. Et la deuxième génération de plans à laquelle il faudra aussi travailler de concert avec la mise en œuvre de ces premières mesures, et ce sera encore d'aller chercher des financements supplémentaires. Et on espère bien que quelque part, on va avoir une montée en puissance des financements engagés dans ce sens. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Excellent. Donc on voit que seule une partie finalement du financement est déjà là, qu'on doit repasser devant le Grand Conseil pour valider beaucoup de choses. Finalement, comment est-ce que nous et les auditeurs qui sont ici avec nous, comment est-ce que nous, on peut vous aider? Vous nous avez dit, quand on s'est rencontrés tout au long de l'année, que tout le bruit qu'il y a eu autour du sujet du climat depuis plus d'une année maintenant, ça a vraiment aidé à faire avancer les choses au sein de l'administration. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous aider au maximum? Alors, je crois que effectivement, le fait que le climat reste un thème d'actualité et qu'on fasse le lien entre la crise sanitaire et la crise climatique et que
à quelque part, vous, les jeunes ou les associations, vous poursuivez avec vos actions qui sensibilisent, en fait. Parce que vous avez un pouvoir d'informer, mais surtout de sensibiliser. Je pense que vous avez touché certaines personnes qui n'étaient pas touchées par la problématique auparavant. Et si l'urgence climatique a été décrétée au Grand Conseil, c'est certainement aussi par cette action-là de sensibilisation, parce que c'est une conséquence de l'action citoyenne que vous avez menée et que le débat public, etc. La conséquence, c'est que c'est débattu, c'est intégré, que les personnes qui pensaient que ce qu'elles faisaient comme effort était suffisant, réaliste, pour aller encore plus loin, qu'il s'agit vraiment maintenant d'être dans une transition pour penser la sobriété de notre mode de vie et de notre mode de consommation, que ce soit pour les loisirs, pour notre mobilité, nos achats, etc. Là, vous avez un pouvoir que j'espère bien, enfin, personne n'a la baguette magique pour arriver à influencer comme ça. Sinon, on aurait réussi et on ne serait pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, clairement, les mouvements de la rue apportent ce degré de sensibilisation. Depuis le nombre d'années qu'on travaille sur la thématique, on peut dire qu'il y a un avant janvier 2019 et un après. Et même si, quelque part, cette transition dont parle Thalie, elle ne se fait pas, elle n'est pas lisse et régulière. Voilà, on sent on touche quelque part à un changement de paradigme. Qui dit changement de paradigme, je dis changement de vision du monde, changement de comportement, de rapport au monde, de rapport aux autres, de rapport à son alimentation, à sa manière de penser ses déplacements, à son habitat. Et ça ne se fait pas malheureusement en une semaine. Et quelque part, notre contribution dans cette démarche cantonale, c'est de dire c'est possible de déployer un certain nombre de mesures qui sont à l'échelle des moyens dont on dispose, parce que la Confédération s'engage et a un certain nombre de leviers, comme la loi sur le CO2, et d'ailleurs en révision, et on espère qu'elle sera aussi ambitieuse que possible en résultat. À l'échelle cantonale, on a aussi des leviers d'action qui sont intéressants et qui sont complémentaires. Et puis au niveau des communes, mais au niveau citoyen, au niveau des entreprises, etc. Donc quelque part, si cette transition et ce changement de rapport au monde se fait quelque part de façon générale, eh bien effectivement on peut avancer, mais il y a des résistances partout. Et c'est ces résistances qu'il nous faut. Très bien. Alors, le temps file et on arrive déjà bientôt à la fin de ce webinaire. Monsieur Franz Perez, si vous êtes encore avec nous, est-ce que de votre côté, peut-être plus dans la politique ou la diplomatie internationale, est-ce que vous avez, vous aussi, senti l'effet des mobilisations citoyennes et à votre échelle, à l'échelle internationale, est-ce que ces mobilisations servent à quelque chose et comment est-ce qu'on peut vous aider? Merci beaucoup. Oui, absolument. On le sent bien lors des négociations, avant la négociation, pendant la négociation. Et je pense que c'est important parce que cette mouvement montre qu'il y a une demande, une pression de rester ou de devenir encore plus ambitieuse. Et moi, je pense que c'est aussi important pour assurer que l'attention politique reste concentrée sur ce focus-là, sur ce sujet-là. C'est important que le changement climatique reste un sujet qui attire l'attention pour tout le monde, pour que tout le monde sait qu'on doit avancer dans ce domaine. Alors moi, je pense que cette mobilisation dans la rue est importante et nous aide. Et nous sommes très contents et j'espère aussi qu'on va aussi être capable de fournir quelque chose qui vous aidera dans le futur. Merci. Excellent, merci pour ces mots de la fin. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'entrer en détail sur chacune des mesures contenues dans le plan climat, mais ça tombe bien car la semaine prochaine, nous avons un autre webinaire qui, lui, va
se focaliser un peu plus en détail sur chacun des volets de mesures qui seront proposés. Et à cette occasion, on pourra aussi répondre à beaucoup des questions qui ont été posées dans le chat, hein, que ce soit par exemple sur le fait que peu de choses apparaissent sur la consommation, sur la publicité, la pollution numérique, etc., etc. On a eu plein de sujets, plein de thèmes dans le chat. On va les transmettre non seulement à nos invités d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de mercredi prochain. Et Greg, si tu veux nous détailler un peu plus ce qui va se passer mercredi. Oui, alors mercredi prochain, il va se passer des choses incroyables. On aura plusieurs experts donc, qui pourront détailler les mesures qui ont été prises, qui pourront être critiques par rapport à ces dernières. Donc, ils vont notamment donc, les lister, regarder lesquelles leur semblent pertinentes ou non. Est-ce que ça aurait été possible de faire mieux ou bien est-ce que c'est déjà assez ambitieux comme ceci? On aura également une table ronde avec différents représentants de la société civile, de différentes organisations qui pourront discuter aussi de ces mesures et donner leur impression, leur impression de la réception de ce plan climat. Donc le débat s'annonce intéressant. Il y a plein d'aspects qui vont être abordés. On aura des membres donc de Opération Libéraux, de XR et des Jeunes Verts Vaudois et également du Parti Vert Libéral. Donc ça va être une discussion animée et on se réjouit de vous retrouver à cette occasion. Merci à tous nos auditeurs et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir.